vos études dès la première année, dès cette licence, c'est l'apprentissage d'une méthode scientifique. Vous allez apprendre non pas seulement des connaissances, mais vous allez acquérir la possibilité de construire un raisonnement. Donc c'est sûr que vous allez apprendre plein de choses, et surtout comment raisonner, comment montrer les choses. Vous allez apprendre à édifier des modèles qui tiennent sur des bases et des principes physiques forts, les lois de Newton par exemple, et qui sont capables de représenter le résultat d'une expérience que vous voulez comprendre. Et plus que cela, vous allez aussi apprendre à être prédictif, c'est-à-dire qu'avec le même modèle, vous allez en déduire des choses supplémentaires et vous aurez besoin d'expérience pour vérifier si cela est vrai ou pas, pour savoir si votre modèle était vraiment bon et pertinent, ou si la description de la réalité était incomplète, s'il manquait des effets. Donc ça, c'est l'objectif de ma conférence, vous parler un petit peu de tout ça. Et on va commencer par un questionnement, c'est pour ça que j'ai fait installer une application sur votre téléphone, et le mieux est peut-être de regarder en premier cette vidéo qui vient d'un jeu télévisé qui s'appelle Qui veut gagner des millions. Donc là on met ceci. Donc là je vais laisser répondre le public étudiant. Pour répondre à la question qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? Et quand tout le monde aura fini, on passera à la question suivante. Donc ils vont répondre. Là j'ai activé la question. Bien. Alors avant de donner la véritable réponse, et on verra toutes vos réponses à la fin, sachez que moi je m'assois en été pendant mes vacances sur une chaise longue et je regarde la course du soleil sur la voûte céleste. Je suis sur Terre et je vois le soleil qui me tourne autour. Donc peu importe la saison, la position ne sera pas la même, plus haut, plus bas sur l'horizon. En fonction de l'heure, ça changera. Il ne serait pas au zénith à la même heure de la journée, mais en gros, je vais voir tourner le soleil autour de moi. Donc je vois bien le soleil tourner autour de la Terre. Donc je ne vois pas en quoi ce qu'a dit le public était faux. En fait, tout le monde, j'espère ici, a quand même répondu la Lune. Et c'est planté parce que c'était pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que c'est pas assez précis. Donc là, l'idée, c'est qu'on va voir un peu pourquoi cette réponse, vous allez voir, n'est pas précise du tout. Pour le commun des mortels, ils n'ont pas vu ce truc-là, mais pour tous les étudiants en physique, physico-chimie, en sciences, qui ont un bac scientifique, normalement, vous auriez dû voir que la question était hautement mal posée. Donc on va la décortiquer un peu, cette question. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre, les mêmes mots. On va s'intéresser au terme gravité. Donc, ça fait appel à la force de gravitation universelle établie par Newton, dont l'expression mathématique a été établie par Newton. Sans vous faire un cours, brièvement, vous avez une masse grand M, une masse petit m, et on regarde par exemple la force qu'exerce grand M sur petit m. Donc elle est dirigée de petit m vers grand M. Elle est proportionnelle au produit des deux masses, inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les centres de ces deux masses, et proportionnelle à une constante de gravitation universelle G. Très bien. Et bien si on regarde dans le système solaire, alors simplifié, on prend le Soleil, la Terre et la Lune, là c'est ce qui nous intéresse a priori, où effectivement dans la représentation moderne que l'on en a, la Lune tourne bien entre guillemets autour de la Terre, les entre guillemets sont importants pour la suite, et où la Terre tourne bien entre guillemets autour du Soleil. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est en gros comme ça que ça se passe. Mais on tient à préciser que la question n'est pas précise. Et là, si je m'intéresse aux forces qui sont dans le système, si je fais le bilan des forces, je m'aperçois qu'il y a deux forces d'interaction, une entre la Terre et la Lune. Donc la Lune exerce sur la Terre une force d'attraction gravitationnelle, de même que le Soleil attire une force d'attraction sur la Terre. Très bien. Si on calcule à partir de l'expression que je vous ai donnée précédemment et les distances du système solaire que l'on connaît maintenant et que n'importe qui peut trouver sur Wikipédia, on va tomber sur un rapport force exercée par le Soleil sur la Terre 200 fois supérieure à la force exercée par la Lune sur la Terre.
C'est-à-dire que si on fait le bilan de ce qui gravite, ok, on voit que finalement le Soleil exerce une force d'attraction qui est 200 fois plus forte que la Lune. Donc si on devrait juste se focaliser sur le mot gravité, il y a deux forces. Si je prends juste la force qui est la plus intense, qui a la norme de son vecteur la plus grande, je vais juste prendre la force exercée par le Soleil sur la Terre. Sauf qu'il n'y a pas que ces effets-là en fait. Et ça c'est ce que vous verrez en cours au deuxième semestre, et on en parlera un petit peu en histoire des sciences au premier semestre. On peut aussi faire le bilan et regarder la force d'interaction entre Mars et la Terre, et là elle est relativement faible, donc négligeable dans notre cas. Donc vous voyez que la question n'est pas si simple que ça. Si on avait vécu à une certaine époque grecque, en précisant un petit peu plus ça en cours d'histoire des sciences, qui est un cours que je donne au premier semestre, eh bien la Terre était au centre de tout, et pour expliquer certains mouvements, donc de Vénus notamment, le mouvement de certaines planètes internes, on avait des épiciers, on avait un truc qui marchait à peu près pour expliquer tout ça en mettant la Terre au centre. Donc on était capable de mettre la Terre au centre, moyennant quelques hypothèses, on arrivait à expliquer le mouvement de toutes les planètes et du Soleil autour. Donc parce qu'en fait on s'était mis dans un référentiel terrestre, et du coup à l'époque des Grecs, qui veut gagner des millions, la bonne réponse aurait été la Terre, le Soleil, la Lune, Vénus, Mars, toutes les planètes. Bon, on est d'accord, la vision moderne, je la rappelle, c'est celle-ci, donc n'allez pas dire que j'ai dit que c'était celle du haut. C'est juste pour vous préciser que la question est imprécise, très imprécise. On va un peu plus loin avec le mot autour. Et qu'est-ce que ça veut dire autour? On sous-entend une boucle ou quelque chose comme ça, mais c'est plus compliqué que ça en fait. Si je vais dans le dictionnaire, bon, c'est pas un rapace, autour pourrait être un rapace, mais là ça nous intéresse pas. Autour indique l'espace environnant ou la périphérie, et indique le voisinage immédiat. Donc ici, le sens de autour, c'est plutôt la proximité qu'une notion de trajectoire qui n'est pas incluse dans le mot autour. Donc le mot autour en français est quand même assez flou, ça veut dire par là. Donc, si je reviens sur mon idée du système solaire, mais que je m'éloigne un petit peu, donc le système solaire va être réduit ici, et je regarde les étoiles qui se trouvent autour du Soleil. Pour vous donner une échelle des dimensions, il faut à la lumière à peu près 4 ans pour partir du Soleil et aller sur l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Donc vous voyez qu'à cette échelle-là, le mot échelle est important, le système solaire est rikiki. Donc on peut dire qu'ils sont tous à proximité les uns des autres. Les distances entre Soleil, Lune, Terre, etc. est négligeable par rapport aux distances entre les étoiles. Voilà, donc qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? À cette échelle-là, on a toutes ces étoiles-là. Disons à l'échelle de la galaxie, par exemple. Elles sont autour et elles gravitent autour de la Terre, ces étoiles. Ça ne veut pas dire qu'elles tournent autour, elles gravitent autour. Donc en gros, pour résumer, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? Cette question est très très mal posée. Il faut indiquer normalement une référence par rapport à quoi, et moi j'aurais éventuellement dit tourne plutôt que gravite pour parler de trajectoire. Et là, ça aurait été un peu plus clair. Bien que j'aurais pas posé comme. Bon, maintenant, le physicien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, prenons par exemple le Soleil et une planète massive, Jupiter. On s'en fout. Là, on va regarder deux masses. Et on expliquera pourquoi on peut simplifier à deux masses. Mais ça, c'est du deuxième semestre. Donc, je ne vais pas vous faire un cours. Je vais juste regarder en gros et donner des idées et montrer qu'il y a des équations derrière, mais pas trop détaillées. Je vais vous donner juste un petit peu une coloration. Donc on a ces deux masses qui tournent l'une autour de l'autre, en fait autour de leur centre de masse commun. Entre parenthèses, vous savez qu'on détecte des planètes en dehors du système solaire, donc qui tournent autour d'autres étoiles. Eh bien, on les détecte grâce à ce type de mouvement. C'est que le centre du Soleil n'est pas confondu avec le centre de masse du système. Et en fait, si on regardait de loin, la planète ne brille pas, on ne la voit pas. Par contre, on voit le Soleil qui tourne autour du centre de masse. On le voit faire ce mouvement-là, en fait. Alors ça change, par effet Doppler, la fréquence
à laquelle la lumière est émise, un petit peu comme la sirène des pompiers, si vous voulez, qui en fonction de si on s'approche ou si on s'éloigne va changer sa fréquence. Donc c'est comme ça qu'on les détecte, c'est par ce changement de fréquence en fait. On arrive à remonter aux masses des objets qu'il y a autour, en modélisant. Bon, maintenant revenons à notre système à deux masses, hein. On a donc deux forces qui sont égales et opposées en direction. Le physicien doit se baser, pour pouvoir décrire correctement la trajectoire de ce système-là, il doit se baser sur des principes fondamentaux. Et ici, c'est un problème de dynamique. On a des masses en mouvement, et du coup, c'est la deuxième loi de Newton, ou le principe fondamental de la dynamique, c'est le même nom, qui s'applique. Ce principe fondamental, en équation, mathématiquement, on le traduit comme ceci. La somme des forces extérieures est égale au produit de la masse sur laquelle sont appliquées ces forces, fois son accélération, c'est-à-dire sa variation de vecteur vitesse. Et ça, dans un référentiel galiléen. Ça aura son importance pour plus tard. Là, pour le moment, on balaye cette difficulté-là. Il y a deux masses, il y a donc deux équations en fait que je ne vais pas détailler, une masse pour chacun, une accélération pour chacun, voilà. Avec un petit peu de entre guillemets bidouillage, c'est-à-dire qu'on va prendre une équation, on va prendre l'autre, on va n'en faire plus qu'une, et avec quelques étapes que je mets ici et que je vous demande de ne pas regarder, c'est juste pour vous dire qu'il y a un petit peu d'astuce mathématique, donc il faut un peu de maîtrise mathématique, on arrive à ce type d'équation pour lequel on va avoir un paramètre que j'ai noté mu, fois une accélération qui est égale à la force 2, ici. Mu, c'est une masse, mais c'est pas exactement la somme des masses, c'est en fait le produit des masses divisé par leur somme. C'est ce qu'on appelle la masse réduite. Donc en fait, on vient de montrer ici, vous verrez ça au deuxième semestre vraiment en détail, mais là, on montre que l'étude d'un système de deux masses peut se ramener à l'étude d'un système uniquement à une masse, tournant autour d'un point, si on met une masse réduite à celle-là. On voit que pour le Soleil, par exemple, qui est très massif par rapport à Jupiter, qui est la plus massive des planètes, le rapport entre la masse du Soleil et de Jupiter est très fort. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut négliger la masse de Jupiter. Mais le fait de négliger la masse de Jupiter fait que c'est la masse réduite ici qui va... Bon ça je le dirai pas, ça, cette partie-là. Et si on compare les deux, hein, on voit bien que c'est le même type d'équation finalement, là, une force qui est égale à une masse par une accélération. Bon. Alors ça c'est très beau, ça nous met une équation, R c'est la position, mais on n'a pas R égale, là on a une dérivée seconde par rapport au temps de R égale, et ce qu'on veut c'est R égale. Il peut exister des astuces mathématiques, des outils mathématiques. Par exemple, le système de coordonnées que l'on va utiliser va être très important. Là vous êtes surtout habitué au système de coordonnées cartésien, X, Y, Z. Mais en fait il en existe d'autres, et en fonction de la géométrie du problème, on va plutôt en choisir un qu'un autre. Les deux nous donneront le même résultat à la fin, mais il y en a un qui sera juste beaucoup plus simple à résoudre mathématiquement. Donc là, comme on voit qu'on a quelque chose qui tourne autour d'autre chose, on va prendre le système de coordonnées dit cylindrique. Même polaire en fait, là, mais bon, c'est une subtilité que vous verrez en physique newtonienne au premier semestre. Ça, vous allez vraiment apprendre et démontrer les formules qui sont là, hein. C'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, mais dans quelques semaines, vous serez à jour là-dessus. Donc la position s'exprime en fonction non plus, cette fois-ci, de vecteurs IJK ou UX, UY, UZ, mais en fonction d'autres vecteurs qui vont être mobiles. Les variables, c'est plus X, Y et Z, ça va être R, la distance, et θ. Alors R, ça peut être une constante, hein, ça vous fait un cercle dans ce cas-là, le mouvement va être circulaire, ou alors ça peut être une ellipse, ou alors ça peut être une spirale, ça peut être plein de choses, hein, si vous pétez un ressort, bon, on s'en fout. Et θ, on va compter par rapport à une condition initiale, on va compter θ, voilà. Et du coup, on peut exprimer la vitesse à partir de la position et l'accélération à partir de la vitesse. Donc en fait, on a une expression de l'accélération dans ce système de coordonnées. Et ensuite, on réutilise l'équation qui est partie des principes physiques, principes de la dynamique. Et l'accélération, on peut l'exprimer mathématiquement ici. Donc, l'exprime mathématiquement. Et sur la droite, je donne l'expression de la force qui est de la physique cette fois-ci. Donc avec les rapports, le produit des deux masses divisé par la distance au carré, blabla. Voilà.
Ça, c'est une équation vectorielle, donc je vais projeter par des produits scalaires sur les vecteurs de base UR et Uθ. Je vais obtenir deux équations de cette équation-là, parce que c'est un vecteur, hein, c'est cette équation vectorielle. Et de ça, avec pas mal de modifications, il va falloir l'intégrer, on dit intégrer, c'est-à-dire non plus avoir des dérivés de R ou de θ, mais avoir directement R égale. Je vous passe les détails, vous allez apprendre à intégrer en maths cette année. Vous allez travailler beaucoup ça, vous allez aussi en physique newtonienne le travailler, et le résultat final, bah, c'est ceci, c'est en fonction de certains paramètres, donc E, l'ellipticité, par exemple, là il y a la masse et tout qui sont cachés dans P et E, et vous avez aussi en fonction de θ. Donc là, on vous donne cette expression-là. Bon, donc vous voyez très bien que là, le haut tour a pris un autre sens, c'est qu'on est capable de donner la trajectoire précise à partir de principes physiques. On peut même aller plus loin, puisque l'on peut assez facilement montrer, donc ça pourrait se montrer même au premier semestre en fait, même si on le démontre au deuxième, mais à partir de ces outils-là, on pourrait montrer que la période, donc on fait un tour, au carré divisé par, on va dire le rayon au cube, eh bien c'est une constante qui est inversement proportionnelle à la somme des deux masses. Et ça, il se trouve qu'un certain Kepler a montré, en faisant des mesures, que dans le système solaire, l'ensemble des planètes eh bien, ont le même T au carré sur R au cube, ou A au cube ici. Ils ont le même. Donc ça veut dire que grâce à ce modèle physique, vous avez pu prédire que T au carré sur R au cube était une conséquence de ce modèle physique et ne dépendait finalement que de la masse du Soleil. Parce que là, il y a une des deux masses qui est négligeable par rapport aux autres en fait. Donc c'est pour ça que peu importe la masse de la planète, finalement, T au carré sur R au cube est une constante pour toutes les planètes du système solaire. Voilà. Donc là, on a réussi à montrer des choses en plus. Donc ça c'est plutôt intéressant comme approche physique. Alors c'est sûr qu'il faut des maths. C'est sûr que on a fait appel à une notion de référentiel, une notion de trajectoire. Les forces de gravité, on a décrit ce que c'était précisément. On a utilisé une méthodologie scientifique pour arriver à répondre à cette question finalement. Donc votre réponse à vous en tant que physico-chimiste, bien sûr, elle devra être basée sur l'utilisation de principes physiques avec un petit peu de mathématiques. Donc forcément, à un moment donné, vous aurez à utiliser dans vos 2 premières années à l'université, au moins 3 on va dire, vous aurez à utiliser l'outil mathématique. Alors, si vous faites de la physique, c'est certain. Si vous faites de la chimie, en fonction de la chimie que vous faites, vous en aurez un peu plus ou un peu moins, mais vous en aurez aussi. Donc les mathématiques, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur cet outil. Alors maintenant, on va passer sur une deuxième question, en fait. Donc vous voyez, vous reconnaissez sans doute ce vaisseau. Et en fait, la question, c'est combien la lumière met-elle de temps pour aller sur la Lune? Donc là, je vais juste activer la question d'après. Voilà, là elle est activée, donc les gens peuvent répondre. Je vais laisser 10 secondes pour que tout le monde puisse répondre. Et une fois que tout le monde a répondu, va savoir s'il est juste ou faux en direct. On va donner la réponse. Alors, la Lune se trouve à peu près à 380 000 km de la Terre. En réalité, c'est pas une orbite circulaire mais elliptique, donc ça varie entre 350 et 400 000, donc là c'est à peu près. Et la vitesse de la lumière a été déterminée, mesurée à un petit peu moins que 300 000 km par seconde dans le vide. Donc si vous faites le rapport, vous obtenez à peu près de l'ordre de grandeur de la seconde. Il faut la lumière à peu près 1 seconde pour aller sur la Lune. À la même échelle, il faudrait 8 minutes pour aller sur le Soleil par exemple. Et aux confins du système solaire, il faudrait, c'est de l'ordre de l'heure. J'ai pas fait le calcul, j'ai plus en tête. Bon, maintenant, les vraies questions, c'est comment est connue la distance Terre-Lune et comment était mesurée la vitesse de la lumière. Vous, c'est simple, vous allez sur Internet, vous avez la réponse aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Internet est né dans les années 90, entre 70 et 90, pour le grand public. Mais bon, les données étaient connues avant, mais la diffusion ne s'est pas faite facilement. Donc là, la question, c'est comment tout ça a été connu, mesuré, la première fois et amélioré ensuite. Là, on n'a pas le temps de détailler, ça ce sera fait en cours d'histoire des sciences,
vous aurez vraiment un peu plus de détails. Mais en gros, on va partir chez les Grecs aux alentours des moins 200 avant Jésus-Christ, où un certain Aristarque de Samos a profité d'éclipses lunaires pour s'apercevoir qu'il fallait à peu près 3 éclipses qui passaient dans le cône d'ombre de la Terre. Je vous rappelle, une éclipse, le Soleil éclaire la Terre, la Lune, elle passe dans le cône d'ombre par chance, donc ça ne se passe pas tous les jours, et sur Terre, on voit ça, et donc on sait quand est-ce qu'elle rentre et quand est-ce qu'elle sort. Et donc en mesurant des rapports de distance, on arrive à mesurer des choses. Et notamment, il a réussi à exprimer le rapport de distance, le rapport des rayons terrestres et lunaires en fonction de la distance Terre-Soleil. Donc s'il connaît, il mesure, détermine expérimentalement le rapport entre les distances, les rayons terrestres et rayons lunaires, hein. On voit qu'on peut le faire ici puisqu'on peut mettre 3 lunes. 3 lunes égale une Terre, si vous voulez, eh bien on y arrive. Sauf que il faut connaître la mesure du rayon terrestre. Et ça, c'est par une autre technique, donc c'est Ératosthène, qui est contemporain de Aristarque de Samos, qui a fait cette mesure avec un bâton planté dans le sol, un chameau et beaucoup de patience et d'ingéniosité. Et ça, on le verra en cours d'histoire des sciences. Voilà. Donc, on arrive à déterminer comme ça la distance Terre-Lune. Alors, la première distance, ils se sont plantés parce qu'ils ont obtenu 40 000 km. Et ça s'est amélioré ensuite. Il a fallu attendre des instruments scientifiques, donc comme les lunettes, etc. Et le développement d'autres mathématiques. Et ça, on en parlera un tout petit peu. Ensuite, la fin des années 60, là c'est devenu très précis, et les années 70, puisqu'on a développé les lasers et on a déposé des réflecteurs sur la Lune. Donc là, on a pu déterminer, connaissant la vitesse de la lumière, la distance Terre-Lune très précisément, et on sait qu'en moyenne, la Lune, elle s'écarte par an d'à peu près quelques centimètres par an. Du coup, voilà. Mais comment a été mesurée la vitesse de la lumière? Alors là aussi, ce sera en cours d'histoire des sciences, mais très très rapidement. Le bon ordre de grandeur a été observé en observant en fait les éclipses des satellites de Jupiter, donc en 1675 par Romer, en fonction de si la Terre elle était loin de Jupiter ou proche de Jupiter sur son orbite. Parce qu'en fait, il partait du principe que la lumière se propageait à une vitesse finie, et donc il fallait plus de temps quand la Terre était loin de Jupiter quand elle était proche. Et ça a marché, il avait le bon ordre de grandeur et il tombait sur quelque chose qui était proche de 200 000 km par seconde, hein, donc c'était pas mal. Et par contre, sur Terre, ça a été mesuré très précisément avec des instruments scientifiques, des miroirs tournants dont on mesure précisément la vitesse de rotation, ou des roues dentées avec une distance mesurée à l'échelle, très bonne échelle. Et tout ça, c'est entre les années 50 et 60 par Fizeau et Foucault, Léon Foucault. Pas Foucault de l'émission de tout à l'heure. Bon, on va passer à la question numéro 3 qui est une conséquence directe. Donc là, bon, vous avez une map monde entre la France et le Japon, j'ai mis ça comme ça. Et je vais vous faire passer... Non, c'est pas fini, c'est next. Voilà. Donc, vous pouvez maintenant répondre à la question. En une seconde, la lumière peut faire au mieux. J'ai un peu changé par rapport à ce que j'avais mis sur Facebook, parce qu'effectivement, elle était un peu imprécise cette question. Donc, la lumière peut faire au mieux, merci Ernest, la lumière peut faire au mieux, oups, je vais revenir en arrière, pardon, bon, je reviens pas, tant pis, c'est pas grave. Donc la lumière peut faire au mieux, la réponse c'est environ 10 fois le tour de la Terre. Ouais, si vous vous rappelez, vous devriez savoir que la Terre fait à peu près 12 000 km de rayon, 6 000 de diamètre, 6 000 km de rayon. Vous savez que 2 pierres, ça vous fait une certaine grandeur, donc 6 x 6, 36 000 à peu près. Vous multipliez par 10, 360 000. Bon, vous voyez que c'est à peu près 10 fois, quoi, hein, à la louche. Et peut-être qu'il y en a qui se sont trompés, qui ont dit que c'était la distance Paris-Tokyo, parce que j'avais mis l'image, donc attention. Je ne sais pas si ça a été votre cas ou pas, mais vous pouvez avoir de la manipulation sans que ce soit fait exprès. Votre cerveau peut tomber dans le panneau sans que vous le vouliez. Donc ayez un esprit critique, ayez un esprit critique, et voilà.
Quoi d'autre? Une réponse là qui m'embête là sur une collègue. Bon, je regarderai plus tard. Oublions. Il faut que vous ayez un esprit critique là-dessus. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vers vos enseignants pendant l'année pour poser des questions s'il y a un problème que vous ne comprenez vraiment pas. Nos cerveaux ne sont pas tous faits de la même façon et nous, des fois, ne comprenons pas certains points. Donc vos enseignants se feront un plaisir d'essayer de reformuler différemment pour expliquer quelque chose. Si vous montrez que vous travaillez, si vous dites juste j'ai pas compris au bout de 2 secondes, ben vous verrez ce qu'on vous répondra. On va passer à la question 4 qui est sans transition celle-là, donc juste le temps que je l'active. Non, pardon, next. Voilà, donc là normalement elle est activée. Et la question 4, c'est la rotation de la Terre influence-t-elle la rotation des cyclones? Alors la réponse c'est donc là c'est une illustration. Donc on vous montre hémisphère nord, hémisphère sud en fait. J'ai pas trouvé de photo où il y en avait 2 en même temps en fait de cyclones. Donc s'il y en a qui ont ça, ça m'intéresse parce que ça peut être important de le montrer, mais où on voit que le sens d'enroulement de la spirale n'est pas le même. Et en fait, bon, tous ceux qui... Je trouve que sur internet, il y a des platistes, entre guillemets. Des platistes, c'est des gens qui croient encore qu'ils vivent sur une terre plate. Alors je sais pas s'ils le croient vraiment, ou si c'est juste pour faire un peu parler d'eux. Voilà, je sais pas quelles sont leurs motivations profondes. Mais un argument, bon, ne parlez pas avec un platiste parce que de toute façon il aura toujours raison à un moment donné, il vous écoutera plus parce qu'il veut avoir raison, c'est pas un scientifique, mais vous, si vous deviez sortir un argument scientifique qui montre que la Terre n'est pas plate, celui-ci en fait partie. On va pas partir là-dessus parce qu'en fait on aurait 2 heures de discussion pour vraiment convaincre, voire peut-être plus, un platiste qui serait prêt à nous écouter. Il faudrait le former scientifiquement, mais après, il serait prêt à écouter nos arguments. Donc ça, c'est un des ingrédients qui pourrait le convaincre. En fait, en fonction de l'hémisphère dans lequel vous êtes sur cette sphère tournante, les cyclones vont s'enrouler d'un côté. Alors je ne vais pas vous montrer de grosses démonstrations de ça, je vais vous donner les ingrédients scientifiques après sur lesquels c'est basé, mais d'abord, on va créer un cyclone. Et pour se convaincre, on va se mettre dans un manège tournant. Donc là, ce qu'on va montrer, c'est que la rotation influe sur le cyclone, simplement. On peut créer un cyclone parce qu'on a une rotation. Donc ce qu'on fait ici, donc il y a le lien de la vidéo de Brucicor. Merci d'avoir partagé ça. Super. Donc ça a été une expérience qui a été faite au Grand Palais. Donc on a un manège tournant et on a de l'azote liquide qu'on va verser dans un récipient. Et dans ce récipient, voilà, donc l'azote liquide, il faut savoir qu'il est liquide, mais seulement quand il est stocké dans certaines conditions. Dans des conditions telles qu'elles sont les nôtres maintenant, l'azote va s'évaporer. Voilà. Mais il va y avoir un refroidissement. Et ce refroidissement là, va refroidir l'atmosphère ambiante. Et dans l'atmosphère ambiante, il y a de l'eau. Et l'eau, du coup, disons que ça va former, je fais de façon très simple, c'est de la physico-chimie, mais je le fais de façon très simple, pour pas vous perdre, ça va former des nuages, si vous voulez. Donc c'est après de la diffusion de gouttelettes d'eau, ici, mais on va former des nuages. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'on a un mouvement de rotation, et du coup, qu'est-ce qui se passe pour cette masse qui est dans un référentiel qui est non galiléen finalement? Eh bien, elle va ressentir une accélération. Elle va ressentir plusieurs forces dites fictives qui vont agir sur ces différentes particules d'eau, ces gouttelettes d'eau qui forment le nuage qu'on voit. Et on va visionner la vidéo. Une fois qu'on a visionné la vidéo, le traitement physique de ça, maintenant un physicien qui fait un peu de théorie pour essayer de comprendre, il sait que les lois de la dynamique de Newton s'appliquent dans un référentiel galiléen. Donc voilà. Un référentiel, on verra ce que c'est qu'un référentiel galiléen précisément en physique newtonienne, vous poserez la question à vos enseignants. Un référentiel en rotation et ou en translation par rapport à un référentiel galiléen n'est pas forcément, s'il y a de la rotation, c'est sûr que c'est pas un référentiel galiléen. Donc il doit y avoir des lois de transformation
Vous verrez ça au deuxième semestre, hein, en physique newtonienne 2. Et si on n'est pas dans un référentiel galiléen, mais comment s'applique le principe fondamental de la dynamique pour décrire le mouvement des objets qui bougent? Il existe des forces fictives, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, comment il va faire? Il va partir de la position d'un objet, M, qui s'exprime à partir d'un référentiel qui peut être galiléen, ici, donc là il est non galiléen, mais simplement il trouve un référentiel qui se déplace par rapport à un autre référentiel. Il va obtenir la vitesse de l'objet en dérivant la position, qui est cette somme vectorielle, relation de Schall, je vous rappelle, ça va vous servir là, la relation de Schall, hein. Ne croyez pas que les vecteurs on vous embête, hein, ça sert véritablement. Je passe cette démonstration, mais on voit qu'il y a des produits vectoriels, il y a des choses pas très sympathiques qui se passent, et là il y a un oméga qui est en fait la rotation, je peux revenir en arrière, je peux pas revenir en arrière, qui est la rotation entre le référentiel qui était fixe galiléen, le référentiel tournant. Donc ça code juste la rotation, ça tourne vite ou lentement, oméga sera plus ou moins grand. Et ça donne la direction aussi, hein, de rotation. Et si on veut l'accélération, ben on dérive la vitesse, hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et au final on obtient une accélération dans un référentiel galiléen, qui est l'accélération dans un référentiel non galiléen, plus deux types d'accélération d'entraînement. Alors l'accélération d'entraînement, c'est celle qui vous donne, quand vous êtes en voiture, vous tournez à gauche rapidement, qui vous plaque de l'autre côté, hein, c'est celle-là, et une accélération de Coriolis, qui dépend du sens de rotation. Voilà, si vous tournez par en haut, par en bas, c'est pas pareil. Voilà. Donc, au final, je vous ai montré quelques effets. Petite remarque, doit-on tout le temps prendre en compte tous les effets? Exemple, hein, là, dans certains cas, on pourra dire, étudier un mouvement et dire on est sur Terre, le référentiel terrestre, il est galiléen. Mais s'il est galiléen, ça veut dire qu'on néglige la rotation de la Terre, on n'est pas capable d'expliquer la naissance des cyclones. Enfin, pourquoi un cyclone tourne dans un sens ou dans l'autre. La naissance, c'est autre chose. Bon. Eh bien, en fait, la réponse, c'est non, hein. Dans certains cas, certains effets peuvent être négligés. Dans d'autres cas, on est obligé de les prendre en compte. Donc là, je vais, en fonction de la précision de l'appareil de mesure, en fait. Donc vous allez voir que vous allez faire des sciences expérimentales, vous allez mesurer des choses, et vous allez obtenir des barres d'erreur. Donc ça, c'est outils et méthodes scientifiques OMS qui va vous apprendre ça. Vous allez l'apprendre en TP dans d'autres UE aussi, dans les travaux pratiques, mais OMS va vous donner un petit cadre théorique là-dessus. Des exemples. Alors parfois, on est quand même obligé, hein, de prendre en compte. Donc là, on va regarder je vous mets un lien vers le pendule de Foucault, où en fait, on est obligé de prendre en compte la rotation de la Terre. Enfin, on peut mettre en évidence la rotation de la Terre par l'oscillation d'un pendule. Voilà. Là, je ne vais pas la détailler ici, je mets juste le lien, c'est fun. Maintenant, on va passer à la question 5. Donc, on parlait de choses qui tournent. Hein, donc, question 5, c'est notre dernière question. Je vais l'activer. Une fois qu'elle est activée, voilà. La question, c'est laquelle de ces trajectoires est la bonne? La question, c'est un frondeur fait tourner une pierre au-dessus de sa tête avec une ficelle. Lorsqu'il lâche la ficelle, laquelle de ces trajectoires est la bonne? Donc le schéma représente à une vue de dessus, ça tourne vers la gauche, comme ceci, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein, ok. Donc les différentes questions, vous avez A, B, C, D, E, F, plus à la fin, il me faut plus d'informations, H c'est aucune, et la dernière c'est une faute de frappe. On va voir les geeks, comme ça, c'est un moyen de voir les geeks direct, ceux qui rigolent un petit peu. Voilà. Bon, souvent ça passe inaperçu ces trucs-là, j'ai déjà fait en histoire des sciences. Bon, c'est une parenthèse. Donc, écoutez, maintenant on va regarder la réponse. Alors il y en a beaucoup qui ont dû répondre D. Et c'est vrai que si c'est un objet qui ne tourne pas, dont on peut réduire l'étude du mouvement à son centre de masse, dans ce cas-là, on apprend que quand il n'y a plus de force, quand le système est pseudo-isolé, c'est-à-dire que les forces se compensent, ou qu'en tout cas il n'y a plus de force liée à la tension du fil, dans ce cas-là, il n'y a plus d'accélération, donc plus de variation de la vitesse. On sait en outre que la vitesse est tangente à la trajectoire, donc la réponse, ce serait la réponse D. Bon, ça ferait, si je vois de côté, ça ferait
ça tomberait comme ceci, mais vu de dessus, ça ferait hop, comme ça. Je mets un lien vers une vidéo qui donne une réponse analogue en fait et qui montre que lorsque l'on stoppe l'interaction qui nous maintient sur une trajectoire circulaire, et bien dans ce cas-là, on va en ligne droite. S'il n'y a pas d'autres interactions. Voilà. Maintenant, les réponses E ou C auraient pu être correctes parce que, en fait, je n'ai pas donné assez d'informations. Je n'ai pas dit si c'était un système qui était en rotation, si c'était gros, petit. J'ai pas donné tout ça. Donc, du coup, je vous donne le lien vers 2 autres vidéos à regarder absolument qui parlent d'un effet qui s'appelle l'effet Magnus. Donc, tout d'abord, le premier point, c'est on va regarder, on va mettre en évidence cet effet en regardant un but qui a été obtenu donc au football, où on voit que la trajectoire n'est pas plane, si vous voulez, mais dévie à cause de la rotation. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont publié un vrai journal scientifique, modélisé, tout ça, pour expliquer ce but-là. Donc c'est rigolo, des fois les sciences, c'est rigolo aussi. Mais ils ont publié, ils ont fait de la recherche là-dessus. Voilà. Bon, c'était une anecdote, mais ils ont appliqué la méthode scientifique pour expliquer cette trajectoire. Voilà. Donc c'était lié à l'effet Magnus. L'effet Magnus, c'est vous avez un objet en rotation, c'est de l'écoulement des fluides qu'il y a derrière. Et en fait, lorsque vous avez un objet en rotation, vous n'avez pas exactement la même pression d'un côté que de l'autre. Donc il y a une force résultante qui va agir en fait, et qui va vous porter votre objet en rotation, dans un sens ou dans l'autre, en fonction du sens de rotation, ou vers le haut ou vers le bas aussi, hein. Ça peut être dans l'espace, c'est plus compliqué. Une visualisation de cet effet sans équation, c'est la 3e vidéo sur cette page là, qui s'appelle Possibilité 2 bis, qui nous donne, en fait, c'est avec du basket, hein, les gens dans la vidéo lâchent d'un barrage un ballon de basket qui tombe à la verticale, et ensuite ils le font tourner, ils le lâchent, et on voit qu'il va se taper la terre 200-300 mètres plus loin. Donc, il est porté par. Donc au final, si on avait de la physique newtonienne classique, si on se place dans le cadre, dans cette description-là, si l'objet est ponctuel, alors c'est bien D. Si c'est de la physique des fluides classique, si l'objet n'est pas ponctuel et en rotation suffisante, dans ce cas-là, c'est pas D, c'est entre E et F par là. Et en fait, il faut aussi pas oublier les forces de frottement. La morale de cette histoire, c'est qu'il va falloir que vous acquériez une méthode scientifique durant vos études, et ça va commencer dès cette année. Cela passera par bien sûr de l'accumulation de connaissances dans les différentes matières que vous avez, hein, physique, chimie, maths, développement de compétences, beaucoup en maths, mais pas qu'en maths. On va y revenir. Développement d'un esprit critique, bien sûr. C'est pas juste appliquer des équations, c'est plus compliqué que ça. C'est quel outil mathématique utiliser pour décrire mon système. Donc c'est bien d'avoir une intuition mathématique, mais c'est bien de savoir pourquoi on utilise un outil. Développement d'un esprit de synthèse, argumentaire, rédaction, etc. Donc là, le français et l'anglais vont être très importants, parce que les enseignants qui sont en face de vous sont pour la plupart, pour une bonne partie, aussi chercheurs. Et ils s'expriment en anglais, par exemple, pas en français lorsqu'ils font des conférences, lorsqu'ils écrivent des articles scientifiques, lorsqu'ils font donc des comptes rendus d'expérimentation. Du coup, il ne faut pas oublier l'anglais, et le français, il faut être très précis. Si je reviens sur le premier exemple, gravité autour, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est une phrase qui est très imprécise, si bien que je peux vous justifier que le Soleil gravite autour de la Terre. Pluton aussi gravite autour de la Terre. Voilà. Donc le vocabulaire devra être très précis. Et ça, il va falloir l'acquérir très très vite, sinon vous ne comprendrez plus où vous en êtes. Voilà. Donc, dernière diapo. Attention, votre intuition sera souvent trompeuse, n'y faites pas confiance. Pour répondre à une question, il faut que vous développiez la méthode scientifique. Fini.